Imaginez un instant un monarque qui, pendant des décennies, a incarné la stabilité et l'unité nationale. Un homme dont la figure semblait protégée par le respect, la tradition et le silence de tout un État. Imaginez maintenant une femme d'affaires, habituée à évoluer dans l'ombre de l'élite européenne, en possession d'un objet capable d'ébranler les fondements même de cette couronne, un simple magnétophone. Il renferme non seulement des mots, mais aussi des secrets, des peurs, des stratégies financières et le récit d'une trahison inattendue. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une liaison interdite entre l'ancien roi d'Espagne et Corina Larsen. C'est le récit des coulisses de l'ambition, du pouvoir et du secret, qui ont tissé une toile ayant finalement étouffé la légitimité de l'une des plus anciennes monarchies d'Europe. Comment une relation, née dans l'intimité des cercles aristocratiques et de somptueuses parties de chasse, a-t-elle pu devenir l'épicentre d'un scandale international contraignant un monarque à l'exil? Au cours des 7 prochains épisodes, nous retracerons la chronologie de cet effondrement. Nous analyserons comment des gestes discrets se sont mués en systèmes complexes de pots de vin se chiffrant en millions de dollars, comment la confiance a cédé la place à la surveillance, et comment une femme autrefois invisible est devenue le reflet troublant d'une époque. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers les bureaux, les hôtels de luxe et les recoins obscurs où s'est joué le destin d'une nation, tandis que nous explorons le véritable prix d'un secret gardé bien trop longtemps. Tout a commencé bien avant que le nom de Corina Larsen ne résonne dans les tribunaux ou ne fasse la une de la presse internationale. Pour comprendre l'ampleur de sa chute, il faut d'abord comprendre comment s'est construite son ascension. Nous évoluons dans un monde de privilèges, un écosystème de noms prestigieux, de naissances dorées et d'une discrétion souvent de mise dans les cercles de l'aristocratie européenne. C'est précisément dans ce milieu où les accords se scellent d'une poignée de main et où la loyauté est une notion aussi fragile que le pouvoir lui-même, que le destin de la monarque a croisé celui de cette femme. Corina, d'origine danoise et allemande, connaissait bien les cercles du succès. Elle bénéficiait d'une éducation raffinée, maîtrisait parfaitement plusieurs langues et surtout menait une brillante carrière dans le monde des affaires, ce qui la distinguait des autres personnalités de sa génération. Habituée à être écoutée, elle naviguait avec aisance entre diplomatie et finance. Pourtant, rien dans son parcours ne laissait présager qu'elle deviendrait la figure centrale du plus grand séisme institutionnel qu'ait connu l'Espagne moderne. Le cadre de cette première rencontre est, pour le moins, révélateur. Elle eut lieu lors d'une chasse aristocratique, un espace réservé, presque sacré, pour l'élite, où la nature sert de toile de fond aux alliances stratégiques. Là, loin des caméras, des micros et des regards indiscrets, le roi se sentait à l'aise. C'est dans cette atmosphère, parmi les effluves de poudre et la camaraderie des puissants, que son regard se posa sur elle. Ce qui distinguait Corina des autres membres de la famille royale, c'était précisément son absence de révérence automatique. Alors que le monarque était habitué à un monde qui baissait les yeux en sa présence, il trouva en cette femme une interlocutrice capable de tenir une conversation d'égal à égal, une personne qui ne cherchait pas une faveur immédiate, mais qui avançait avec l'assurance de celle qui connaît parfaitement les lieux. Ce fut le point de départ. Au début, tout se déroula sous couvert de courtoisie. Échange de lettres manuscrites, bouquets de fleurs livrés sans adresse de retour à des adresses privées et déjeuner dans des pavillons éloignés du tumulte de la capitale. Le monarque ne cachait pas son intérêt. Pour un homme habitué à ce que ses désirs soient considérés comme des ordres et ses silences respectés, la compagnie de Corina devint un refuge. Mais, comme c'est souvent le cas dans les liaisons intimes où s'exerce le pouvoir, l'intimité n'était qu'une illusion fugace. Derrière ces gestes, la dynamique entre eux commença à se transformer. La maison qu'elle appelait affectueusement « sa petite maison » devint le sanctuaire où tombait le masque de la couronne. Là, il n'était plus seulement le chef d'État, il était un homme en quête de complicité. Cependant, Corina n'était pas une simple observatrice. Elle apprit les codes, comprit les silences et surtout saisit que l'information est le bien le plus précieux de tout royaume. Tandis que la cour continuait de la considérer comme une figure secondaire, elle commença à comprendre que la proximité du pouvoir absolu lui conférait une perspective privilégiée sur les rouages de l'État. Au fil des mois, leur relation, autrefois faite de regards furtifs, prit une dimension bien plus complexe et structurée. Ce qui avait commencé comme un refuge personnel dans les pavillons de chasse se transforma en un réseau d'influence où sentiments et affaires s'entremêlèrent dangereusement. La confiance, auparavant limitée aux confidences sur la vie quotidienne, s'étendit aux affaires d'État,
aux projets d'infrastructures internationales et à la gestion de fonds qui, par leur nature même, exigeaient une discrétion absolue. Corina cessa d'être une simple dame de compagnie et devint un acteur clé du cercle intime du monarque. Le roi, qui avait été pendant des décennies le garant de la stabilité démocratique du pays, voyait en elle une alliée capable de naviguer dans les eaux tumultueuses de l'économie mondiale. C'est durant cette période que des portes, jusque-là fermées à tout homme d'affaires conventionnel, commencèrent à s'ouvrir en grand. L'influence du monarque était sans limite, et ses liens étroits avec les monarchies du Golfe favorisèrent une situation où la médiation devint l'activité la plus lucrative de l'histoire récente du pays. Sous couvert de missions diplomatiques et de voyages officiels, des accords économiques d'une ampleur astronomique se concluaient. On parlait, à voix basse et dans des cercles fermés, de méga-projets comme le train à grande vitesse destiné à relier des villes sacrées dans le désert, une entreprise colossale nécessitant l'approbation des plus hautes sphères du pouvoir. Les commissions perçues grâce à ces intermédiaires, comme on le découvrirait des années plus tard, n'empruntaient pas les circuits transparents des fonds publics, mais étaient détournées vers des structures opaques, des fondations et des comptes dans des paradis fiscaux, conçus pour dissimuler l'origine et la destination de millions de dollars. Pour Corina, cette période fut une ascension fulgurante. Sa position de confidente du roi lui permettait de côtoyer banquiers, investisseurs et chefs d'État. Elle apprit que le pouvoir ne s'exerçait pas seulement dans les couloirs des palais officiels, mais aussi lors de réunions privées, dans des hôtels de luxe, à bord de jets privés, et lors de dîners où la complicité remplaçait le protocole. Elle observa, analysa, et, consciente de la fragilité de sa position, commença à adopter une attitude de vigilance préventive. Elle comprit avant tout le monde que, dans ce monde où les faveurs s'achetaient et le silence se gagnait par la loyauté, la position d'une femme proche du pouvoir était aussi privilégiée qu'exposée. Pendant ce temps, en Espagne, le prestige du monarque demeurait intact. Le pays le considérait comme l'homme qui avait apporté la liberté, le pilier de la démocratie, et une figure qui, par définition, était au-dessus de tout soupçon. L'image publique du souverain restait immaculée, presque sacrée, tandis qu'en privé, la construction de ce réseau financier exigeait une loyauté absolue de tous les acteurs. Cependant, le contrôle que le monarque cherchait à exercer sur son entourage commençait à devenir étouffant. Corina commença à comprendre que sa vie privée ne lui appartenait plus. La surveillance, qui lui avait d'abord semblé une mesure de protection nécessaire compte tenu de sa notoriété, se transforma en un instrument de contrôle. Chacun de ses pas, chaque réunion, chaque conversation téléphonique était analysé par des yeux invisibles, toujours à l'affût du moindre geste susceptible de compromettre la stabilité du trône. Cette pression constante finit par éroder la confiance initiale. Elle commença à pressentir qu'en cas de crise ou de malentendu, elle serait la première à être sacrifiée pour protéger l'institution. C'est dans ce moment de lucidité instinctive qu'elle prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Silencieusement, presque imperceptiblement pour son entourage, elle commença à enregistrer des conversations et à sauvegarder des documents. Ce qui avait commencé comme un instinct de survie face à un environnement de plus en plus hostile, allait devenir l'arme la plus puissante contre le pouvoir absolu. À ce moment-là, personne, pas même le monarque, n'aurait pu soupçonner que ces enregistrements, considérés alors comme de simples confidences ou anecdotes, deviendraient les preuves documentaires d'un réseau qui, des années plus tard, obligerait une nation entière à remettre en question l'intégrité de sa couronne. La trahison, ou comme l'appellerait le cercle restreint du roi, commençait à peine à s'enraciner, alimentée par la peur, le contrôle et l'ambition d'un système qui, en tentant de se protéger par le secret, finit par s'exposer de la manière la plus brutale qui soit, à la lumière de la justice. Le piège était tendu, et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant un ensemble qui allait très vite cesser d'être un secret entre deux personnes pour devenir un scandale aux répercussions mondiales. La fragilité de la relation commença à se manifester lorsque celle-ci cessa d'être un secret au sein d'un cercle restreint et commença à s'infiltrer, goutte à goutte, dans les cercles où le pouvoir est discuté avec la prudence de ceux qui en connaissent les enjeux. En privé, ce lien était un jeu de miroir où privilèges et silence soutenaient une structure apparemment inébranlable. Cependant, hors de ces cercles feutrés, la réalité nationale commença à se heurter de plein fouet à l'image d'une monarchie qui, pendant des années, avait navigué dans la complaisance de ses propres mythes. Au fil du temps, la présence de Corina dans la vie du monarque devint de plus en plus difficile à ignorer.
Ce n'était pas seulement la compagnie d'une femme cultivée et ambitieuse, c'était son accès à la sphère privée, qui commença à susciter un malaise croissant. Elle voyageait, participait à des réunions que le protocole officiel ne permettait pas, et, surtout, était au courant de conversations concernant des transactions qui défiaient toute logique d'État. Cette proximité la plaçait dans une position exceptionnelle. Elle connaissait à la fois l'image publique du monarque et son comportement en privé lorsque la souveraineté devenait un instrument pour faciliter des accords commerciaux privés. C'est dans ce contexte que les premières rumeurs concernant des opérations financières d'envergure commencèrent à circuler avec insistance. On parlait de médiation internationale, de contrats d'infrastructure et d'une opacité croissante autour des activités du cercle royal. Corina observait cet écosystème avec l'œil aiguisé de celle qui sait qu'elle évolue sur un terrain où prestige et intérêt personnel sont dangereusement liés. Il devenait de plus en plus évident que le véritable pouvoir ne s'exerçait pas exclusivement dans les couloirs du palais, mais aussi dans les bureaux privés et les hôtels de luxe. Puis survint l'événement qui allait briser le statu quo. Un voyage en Afrique qui, en pleine crise économique pour le pays, fut l'étincelle qui déclencha une crise irréversible. Ce séjour de chasse au Botswana fut non seulement un luxe extravagant, mais aussi une provocation symbolique. Alors que des milliers de citoyens luttaient contre les effets d'une profonde récession, l'annonce de ce voyage, accompagnée de l'image du monarque en expédition de luxe, provoqua une vague d'indignation. Cet épisode a ouvert une brèche irrémédiable. La chute du roi lors de l'expédition et la révélation publique de l'incident ont marqué un tournant. Pour la première fois depuis des décennies, la figure du monarque a cessé d'être intouchable. Nombre d'Espagnols ont commencé à considérer l'institution avec déception et suspicion, soulevant des questions de transparence et d'exemplarité qui, jusque-là, étaient restées tues. Corina se trouva inévitablement associée à cette image d'excès. Bien que la réalité fût bien plus complexe, son nom commença à résonner de plus en plus fréquemment dans les débats politiques et médiatiques. Celle qui avait vécu des années dans l'ombre comprit que le mur qui la protégeait, et qui protégeait le roi, s'effritait. La confiance entre eux commença à s'éroder, et les pactes de silence à se fissurer irrémédiablement. Ce qui avait été un lien de complicité se transforma en une coexistence tendue entre deux personnes devenues, soudain, témoins malgré elles d'un passé qu'on ne pouvait plus dissimuler sous le tapis de la raison d'État. L'érosion de la légitimité ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais après le fiasco du Botswana, la situation est devenue irréversible. L'attention des médias, jusque-là cantonnée à la presse à sensation, a commencé à se tourner vers les sphères politiques et juridiques. Le nom de Corina n'était plus celui d'une simple dame de compagnie, mais celui d'une pièce maîtresse d'un puzzle que beaucoup cherchaient à résoudre. Les soupçons quant à l'origine des fortunes de la monarque ont commencé à se faire jour, et les enquêtes journalistiques ont permis de relier les points qui, pendant des années, étaient restés dans une obscurité commode. Ce qui relevait autrefois de la sphère privée commença bientôt à se fissurer, révélant d'importantes transactions financières. Documents, relevés de transferts et témoignages fragmentaires dessinèrent un réseau où la frontière entre le personnel et l'institutionnel devint dangereusement floue. La curiosité judiciaire, auparavant contenue par une déférence quasi révérencieuse envers la figure du souverain, commença à explorer la structure des comptes, des fondations et des sociétés écrans. Un schéma financier complexe fut mis au jour, conçu avec la précision de quelqu'un cherchant à dissimuler l'évidence. Des flux financiers liés à des projets d'infrastructures internationaux impliquant des sommes astronomiques, transférées vers des juridictions peu transparentes. Chercheurs et analystes économiques commencèrent à s'interroger sur la nature de ces transactions. On évoquait ouvertement des commissions d'intermédiaires, des dons contraires aux normes philanthropiques auxquelles la couronne prétendait se conformer, et l'utilisation du prestige royal pour servir des intérêts privés. Loin d'être un personnage secondaire, Corina se retrouva au cœur des enquêtes. Sa proximité avec le monarque la plaçait inévitablement comme témoin direct des décisions ayant permis de telles transactions. Les questions posées devant les tribunaux ne pouvaient plus être éludées par des appels à la générosité personnelle ou à la discrétion de la sphère privée. La justice exigeait des justifications, une traçabilité et surtout une responsabilité que l'institution n'était pas disposée à assumer. Parallèlement à l'enquête, l'atmosphère au sein de la famille royale devint insupportable. Des témoignages commencèrent à émerger, faisant état de pression, de tentatives de coercition et de surveillance de membres de leur entourage.
Corina elle-même, relatant son expérience plus tard, décrivit une situation où elle se sentait soumise à une surveillance étouffante, où les ressources de l'État semblaient être mobilisées, non pour protéger l'intérêt public, mais pour préserver la réputation et les secrets d'une seule personne. Ces allégations introduisirent un élément nouveau et profondément troublant dans cette affaire, l'impression que les services de renseignement, censés garantir la sécurité nationale, étaient utilisés pour neutraliser les menaces internes pesant sur la couronne. Afin de limiter les dégâts, la Maison royale a commencé à publier des communiqués mesurés et à afficher publiquement une apparence de normalité, tentant de dissocier l'institution des accusations de plus en plus nombreuses. Cependant, l'opinion publique avait déjà basculé. La société exigeait des réponses, et le silence, jadis perçu comme une vertu de la monarchie, commença à être interprété comme un aveu tacite. Ce qui relevait de la sphère privée devint source de suspicion quant à un éventuel abus de pouvoir. Dans ce contexte, Corina adopta une stratégie d'autodéfense qui allait tout changer. Elle comprit que, pour survivre à la machine judiciaire mobilisée contre elle, elle devait internationaliser sa situation. Elle sollicita des conseils juridiques dans les capitales européennes, se distanciant ainsi de l'influence directe de l'État espagnol. Ces déclarations commencèrent à porter leurs fruits, devenant la pierre angulaire d'un récit qui, pour la première fois, contestait la version officielle par des preuves tangibles. Ces dossiers, ces notes et ces souvenirs commencèrent à mettre en lumière une réalité jusque-là taboue. La couverture médiatique de ces événements a engendré une telle pression que la crise de légitimité est devenue intenable. Il ne s'agissait plus simplement de juger des actes moraux ou privés. Tous les chevaux de privilège qui permettaient à la sphère privée du monarque d'empiéter sans restriction sur l'intérêt public étaient remis en question. Pour de nombreux citoyens, la révélation de ces réseaux financiers a marqué la rupture du contrat de confiance tacite entre la monarchie et la souveraineté populaire. L'affaire avait cessé d'être un drame privé pour devenir une affaire d'État, où l'éthique, la légalité et la responsabilité institutionnelle s'affrontaient dans un choc dont la couronne sortirait inévitablement transformée et profondément ébranlée. Les chevaux de secret commençaient à se défaire, et chaque nouvelle révélation portait un coup direct à un système qui, depuis bien trop longtemps, était considéré comme exempt de tout contrôle. Lorsque le silence devint impossible, les enregistrements que Corina avait conservés pendant des années commencèrent à refaire surface, transformant radicalement la nature du conflit. Ce qui était initialement perçu comme une affaire de sentiments personnels, ou tout au plus un scandale d'image, prit une dimension bien plus technique et dangereuse, une affaire remettant en question la légalité des agissements de la monarque. La révélation de ces voix, dates et noms, enregistrés avec une précision quasi médico-légale, modifia à jamais la perception du public des événements. Ces enregistrements furent perçus comme un filet de sécurité, une assurance vie qu'elle avait décidé de mettre en place face à la conviction qu'une structure de pouvoir était, selon elle, prête à faire taire toute voix dissidente. Ils contenaient des références explicites à des mouvements de capitaux, à l'identité d'intermédiaires clés et à des manœuvres financières que le système préférait dissimuler dans le plus grand secret. L'existence même de ces archives engendra un profond malaise au sein des cercles du pouvoir, car elles signifiaient qu'une partie du passé, que l'on croyait enfouie sous le poids de la hiérarchie, avait été préservée et pouvait être utilisée à tout moment. À partir de ce moment, l'affaire cessa d'être privée. Les médias entreprirent de reconstituer la chronologie des événements avec une méticulosité sans précédent, reliant visites d'État, réunions secrètes et virements bancaires internationaux. Chaque nouvelle pièce du puzzle alimentait le sentiment grandissant que la monarchie avait, pendant des années, opéré dans des zones grises, des zones où la loi était interprétée avec une souplesse excessive dès lors que le protagoniste occupait la fonction de chef d'État. Au cœur de cette enquête, le nom de Corina résonnait avec une force constante, devenant le fil conducteur d'une opacité difficile à justifier. Les témoignages de surveillance et de contrôle se sont également intensifiés. D'après les récits rendus publics, elle a vécu des moments de réelle tension où elle a senti sa sécurité personnelle gravement menacée, notamment par des actions visant à obtenir des documents compromettants ou à intimider des témoins. Cet élément a ajouté une dimension dramatique et inquiétante au scandale, le transformant en une question de sécurité nationale. Il ne suffisait plus d'examiner les comptes bancaires ou les contrats de conseil. Il était désormais impératif d'analyser le climat de pression, les menaces et le recours à l'appareil d'État pour protéger des intérêts privés.
L'impact politique était inévitable. La figure du roi émérite, qui avait incarné pendant des décennies la stabilité et la transition démocratique par excellence, commença à s'effriter visiblement. L'institution, dans une tentative désespérée de préserver sa continuité, s'efforça de dissocier la figure historique du monarque des accusations portées contre lui, mais pour le public, cette distinction devint de plus en plus difficile à accepter. La question qui commençait à résonner dans la société n'était plus seulement celle des agissements d'un individu, mais aussi celle de savoir dans quelle mesure une institution fondée sur le silence et les privilèges pouvait encore exiger une confiance aveugle. Corina, quant à elle, était souvent réduite à des étiquettes simplistes, alors que son rôle était infiniment plus complexe. Elle était à la fois témoin, protagoniste, confidente et ultime gardienne de secrets que le pouvoir ne pouvait détruire. Son histoire n'était pas celle d'une spectatrice passive, mais plutôt celle d'une femme trop proche du cœur du pouvoir et qui, précisément en raison de sa position, finit par en savoir plus que le système ne voulait bien le lui permettre. La tension devint insoutenable lorsque de sérieuses questions commencèrent à se poser quant à une éventuelle intervention de certains services de renseignement pour étouffer l'affaire. Un fait qui, s'il était confirmé, bouleverserait complètement la perception du public quant à l'indépendance des pouvoirs publics vis-à-vis de la couronne. La crise ne pouvait plus être contenue ni gérée par les méthodes traditionnelles de la cour. Ce qui s'était fait discrètement pendant des années, dans les couloirs, les cabinets d'avocats, avec des conseillers extérieurs et au moyen de déclarations soigneusement formulées, pour ne pas trop en révéler, a finalement éclaté au grand jour avec une force sismique que la couronne était impuissante à endiguer. La figure du roi émérite, jadis incontestable, était désormais entachée d'une opacité qui dépassait largement le cadre de sa conduite personnelle. La pression médiatique et l'indignation publique sont devenues insupportables pour une institution qui, depuis sa restauration, avait bâti l'essentiel de son autorité et de sa légitimité sur la discrétion, un prestige inébranlable et une prétendue exemplarité morale. Dans ce climat d'étouffement institutionnel, Juan Carlos Ier prit la décision de quitter l'Espagne. Cette nouvelle fut interprétée de multiples façons. Pour certains, il s'agissait d'une retraite silencieuse, d'une tentative désespérée de sauver la couronne d'un naufrage plus grand encore. Pour d'autres, elle constituait le symbole le plus clair et le plus frappant d'une chute qui, en réalité, couvait depuis des années dans l'ombre. Ce n'était pas un simple voyage ou une absence temporaire d'ordre personnel. C'était une rupture traumatique avec la scène, tant physique que symbolique, où il avait exercé un pouvoir absolu pendant des décennies. Son départ laissa un goût amer dans la bouche d'une grande partie de la société, qui vit dans ce geste la confirmation définitive que l'histoire de la transition avait tourné à jamais, laissant derrière elle une ère des Lumières irrémédiablement obscurcie. Depuis son exil volontaire et sa distance, Corina a vu le nom de l'homme avec qui elle avait partagé des années de complicité se retrouver irrémédiablement pris dans un écheveau d'enquête, d'interprétation juridique et de procès public dont il était impossible de s'échapper. Pour certains, elle était devenue la femme qui avait eu le courage, ou l'audace, de dévoiler une vérité taboue depuis des décennies. Pour d'autres, elle demeurait une figure ambiguë, trop proche des centres du pouvoir et des hautes sphères de la finance pour se présenter au monde comme une simple lanceuse d'alerte désintéressée. Mais, paradoxalement, c'est là que résidait la force de cette histoire. Elle n'offrait ni une image simpliste, ni une interprétation morale unique. C'était un récit en clair-obscur, où personne, pas même celui qui avait fourni les preuves, n'en sortait indemne. Dans un acte de survie, la monarchie tenta de traverser la crise par une stratégie de séparation radicale, isolant la figure du roi actuel des scandales accumulés par le roi émérite. La nécessité de préserver la stabilité institutionnelle fut maintes fois soulignée, de même que l'impératif de se tourner vers l'avenir et de laisser derrière soi les excès et les ombres d'un passé qui semblait avoir coûté très cher au pays. Cependant, le mal était déjà fait et les fondements étaient fragilisés. Le lien intangible entre la couronne et la confiance du public, véritable rempart de son existence, s'était considérablement érodé. Chaque nouvelle révélation judiciaire ou médiatique rouvrait des plaies que l'on croyait cicatrisées, démontrant que la confiance du public ne se restaure pas par un simple changement de nom ou de lieu de résidence. La relation entre Corina et Juan Carlos, au fil des ans, est passée d'une idylle sentimentale à une étude de cas historique illustrant comment l'exercice du pouvoir absolu, en l'absence de véritable contre-pouvoir,
projette inévitablement des ombres presque impossibles à effacer. Ce lien a laissé un enseignement troublant et persistant, celui que même les institutions les plus solides en apparence, celles qui semblent s'appuyer sur des siècles de tradition, peuvent vaciller dangereusement lorsque des secrets privés se mêlent à des affaires publiques de grande envergure. Corina, quant à elle, s'est inscrite à jamais dans la mémoire collective comme une figure incontournable. Son nom est resté à jamais associé aux mots qui définissaient la décadence d'une époque. Commission, enregistrement, voyage, silence, paradis fiscaux et procès. Mais derrière tout ce tapage médiatique et la construction de son image publique, se cachait une femme qui naviguait avec habileté dans les arcanes du pouvoir, devenant finalement le miroir le plus dérangeant de son temps. Ainsi, ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans un milieu aristocratique et exclusif a déclenché l'une des plus grandes crises d'image et de légitimité qu'ait connue la monarchie espagnole à l'époque moderne. L'histoire de Corina Larsen a cessé d'être le récit d'une femme pour devenir la chronique d'un système de privilèges qui, un temps, semblait imperméable à toute critique, jusqu'à ce qu'il soit finalement mis à nu, sous le regard stupéfait d'une population qui n'était plus disposée à accepter des explications vagues. C'était, en somme, la fin d'une ère d'ombre. Alors que le calme semblait revenu après le départ du roi émérite, l'histoire ressurgit avec la force d'une porte restée entr'ouverte. Chaque révélation précédente avait laissé une empreinte indélébile, mais à présent, le récit prenait une forme définitive, presque inéluctable, comme si chaque chemin parcouru avait mené, depuis le début, à ce point de non-retour. Il n'y avait plus de place pour le doute. La relation entre Corina Larsen et Juan Carlos Ier avait cessé d'être une affaire privée pour devenir un document historique aux conséquences réelles et durables. Pendant des décennies, la figure de Juan Carlos Ier a occupé une place centrale dans la mémoire collective. Pour beaucoup, il incarnait le symbole d'une transition démocratique présentée au monde comme un modèle exemplaire. Cependant, pour d'autres, il représentait une époque marquée par les privilèges, un silence complice et un fossé toujours plus grand entre la couronne et la réalité quotidienne du pays. L'éclatement de l'affaire Corina a définitivement fait basculer la perception du public. Ce qui avait d'abord été considéré comme une vie privée complexe a fini par être perçu par la grande majorité comme un vaste réseau de faveurs, de décisions opaques et un exercice du pouvoir incompatible avec la modernité. Au cœur de cette tourmente, Corina a forgé son propre récit, non pas avec l'ambition de quelqu'un en quête de notoriété, mais avec le sang-froid de celle qui sait que son témoignage a le pouvoir d'ébranler les plus hautes sphères du pouvoir. Son histoire ne sera pas celle d'une romance, mais plutôt celle d'une pièce d'échec qui a choisi de se retirer de l'échiquier. Cette enquête nous a permis d'analyser une époque et de comprendre qu'au sein même du pouvoir, les secrets ont un prix que, tôt ou tard, quelqu'un finit par payer. Nous espérons que ce voyage à travers l'histoire vous aura éclairé. Si cette analyse approfondie des frontières entre pouvoir et vérité vous a intéressé, nous vous invitons à vous abonner à notre contenu. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires importantes. Merci de nous avoir suivis.